En direct. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au live meeting de Tolv, organisé par Lita.co, plateforme d'investissement responsable. Donc c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Voilà, je me présente pour celles qui me connaissent pas pour ceux qui me connaissent pas, je suis Émilie Brosseau, animatrice de levée de fonds chez Lita.co et on a le plaisir aujourd'hui d'être avec Wadi Maninou. Merci Wadi d'être avec nous, qui est cofondateur et CEO de Tolv. Bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, pour un petit rappel, de contexte, Tolv est en levée de fonds sur Lita.co en ce moment, donc dans le cadre d'une augmentation de capital pour financer son accélération, voilà et qui recherche à collecter jusqu'à 1 million d'euros sur Lita. Donc on vous en dira un petit peu plus, juste après. On vous laisse vous connecter tranquillement. Si vous connaissez pas l'outil, donc voilà, je vous invite, à regarder en bas à droite, vous verrez qu'il y a un chat sur lequel vous pouvez interagir, nous dire bonjour, nous dire d'où vous venez, de quelle région et comment vous avez connu, Lita ou Tolv. Et puis vous pouvez aussi poser toutes vos questions tout au long du live dans l'onglet qui est dédié en bas à droite. Donc vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas à les poser, on pourra les traiter donc dans un second temps lors de ce live. Voilà, donc Tolv est actuellement en phase de pré-collecte sur Lita.co, ce qui veut dire que vous pouvez réserver votre investissement si ce n'est pas déjà fait. Donc là, à ce jour, on a déjà récolté près d'1 million d'euros d'intention d'investir, donc ce qui présage, voilà, sur un objectif à 1 million d'euros, ça va être assez dynamique donc voilà, la collecte est prévue dans les prochains jours, c'est-à-dire l'ouverture des souscriptions est prévue prochainement. N'hésitez pas à, voilà, compléter votre profil sur Lita si c'est pas encore fait et on vous aurez des informations directement par mail. Donc pour vous expliquer aussi comment, va se dérouler le live, ça va durer une petite heure, voilà, avec une présentation de 15 minutes, de la part de Wadi et puis ensuite on aura un temps d'échange, pour répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes connectées, merci d'être avec nous. Bah, Wadi, je te propose, voilà, de passer le micro, si c'est OK. Eh bien, ça marche. Merci Émilie, merci pour l'intro et bonjour à tous et toutes. Écoutez, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus de Tolv, que vous avez peut-être croisé dans le passé sous le nom de Phoenix Mobility, donc le nom sous lequel on a été connu dans le secteur du rétrofit il y a maintenant quasiment 4 ans, secteur dont on a été un des acteurs pionniers. Alors, en ayant toujours eu un positionnement, comment dire, assez différent des acteurs qu'on pouvait rencontrer qui étaient plutôt sur le véhicule vintage, puisque nous, on s'est positionné sur le véhicule utilitaire dès nos débuts. Et puis, ça a forgé un peu nos différences, à la fois d'un point de vue technologique et d'un point de vue marché. Donc, je vais me faire un plaisir de vous en parler aujourd'hui. L'actualité est très riche. On a une actualité, évidemment, de levée de fonds et c'est ce qui... c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais on a aussi une actualité très riche opérationnellement parlant, avec une activité commerciale et industrielle qui a déjà démarré depuis le début de l'année et des partenariats d'ampleur qui aujourd'hui rythment et cadencent notre roadmap de développement et qui vont nous permettre, on l'espère, de pouvoir passer à un rythme industriel et passer à l'échelle assez rapidement dans un secteur où le passage à l'échelle est compliqué et où les premières années de cycle de développement d'homologation sont assez cruciales pour pouvoir rester dans la course, si je puis dire. Donc, on a la chance d'avoir réussi à obtenir nos premières homologations dès l'année dernière, au bout de 2 années, à 2 années de développement, et de pouvoir aujourd'hui passer à un stade différent, un stade industriel, un stade de déploiement, qui est le stade pour lequel on sollicite aujourd'hui votre participation parmi d'autres actionnaires historiques, mais aussi des investisseurs, qu'ils soient particuliers, business angels ou institutionnels, et je vais pouvoir y venir. Donc voilà, pour la petite intro. Sinon, très personnellement, je m'appelle du coup Wadi et je suis l'un des 5 cofondateurs de Tolv. J'ai un background d'ingénieur. J'ai rencontré d'ailleurs la majorité de mes cofondateurs sur les bancs de l'école d'ingénieur. J'ai une formation plutôt technique à la base, électrotechnique, machine électrique, réseau électrique, que j'ai complété par une formation d'économie appliquée au secteur de l'énergie, de finance un peu au sens large, mais toujours appliquée au contexte et au secteur énergétique. J'ai fait un petit peu de conseil au même moment où je démarrais un petit peu ce side project qui était Phoenix Mobility à l'époque, et qui très vite s'est concrétisé. Et puis je vais pouvoir vous en parler. Donc
Pour démarrer la présentation, on se définit aujourd'hui comme étant le leader du rétrofit des flottes professionnelles et publiques. Donc, en une phrase, ça veut dire qu'on est l'acteur qui accompagne les professionnels et les collectivités dans la transition de leur parc automobile et notamment leur parc de véhicules utilitaires. En fait, on les accompagne en leur proposant des solutions de rétrofit, donc de la conversion de véhicules qui va leur revenir moins cher, qui va être plus écologique, qui va répondre aussi à un besoin d'implémentation de solutions rapides, puisqu'aujourd'hui, on a un gros sujet qui est lié à l'accessibilité aux véhicules électriques et à des ruptures d'approvisionnement. Tout simplement, on a des délais d'attente qui peuvent être très longs quand on s'adresse à certains constructeurs. Et donc, dans le contexte aujourd'hui mouvant et très dynamique des zones à faible émission et de toutes les réglementations qui restreignent l'utilisation des véhicules diesel, nos clients, nos partenaires qui sont des entreprises, des grands groupes, des TPE, PME, des artisans ou des collectivités de tailles vraiment différentes, ont vraiment un enjeu très urgent de transition de leur parc. Et nous, on essaie de leur apporter une réponse qui soit adaptée et qui soit cohérente avec leurs besoins. Très basiquement, qu'est-ce que le rétrofit? Donc, ça consiste en la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques. Un rétrofiteur est un constructeur qui va développer des kits de rétrofit qu'il va homologuer et qui vont lui permettre de pouvoir remplacer le bloc moteur thermique, le réservoir à carburant, par un kit de conversion, un pack batterie pour électrifier le véhicule. Schématiquement, c'est assez simple. Techniquement, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que développer un kit pour simplement électrifier un véhicule, mais avec des performances basiques et un niveau de fiabilité moyen, ça c'est plutôt facile. On peut même s'approvisionner en composants sur Internet pour les garagistes du dimanche pour faire une conversion vraiment maison, quoi. Sauf que derrière, pour pouvoir obtenir une homologation, il y a vraiment tout un état de l'art à aller chercher en termes de performance, de niveau de safety, de niveau de sécurité, de fiabilité du véhicule, et qui ont nécessité 3 ans de développement en ce qui nous concerne avant d'obtenir notre première homologation qu'on est les seuls à avoir obtenu aujourd'hui sur la gamme de véhicules, on va dire, utilitaires ou mass market, autres que des véhicules vintage ou des véhicules de roues, par exemple. C'est une réponse à l'urgence climatique. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, c'est ça qui a motivé le lancement de la boîte, en tout cas, nous, de notre point de vue, les cofondateurs. On a une urgence aujourd'hui d'opérer une transition rapide. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'1 milliard de véhicules thermiques sur nos routes et qu'il est impensable de se dire qu'on va tout mettre à la casse et produire un nouveau milliard de véhicules à la place. Il y a un enjeu vraiment de rationalisation et d'efficacité. On n'est pas des gourous de l'électrique. On ne dit pas que tous les véhicules vont être électrifiés à terme. On dit que sur une catégorie de véhicules qu'on considère être les véhicules utilitaires ou les véhicules un petit peu plus lourds, et surtout sur le segment des utilisateurs professionnels et collectivités, on pense qu'il y a un enjeu sur les prochaines années pour pouvoir accompagner cette transition vers des flottes propres. Et donc, nous, on essaie d'apporter une réponse pragmatique. La solution elle est adaptée aux contraintes des professionnels. Aujourd'hui, on a le contexte des zones à faible émission qui est très contraignant pour tous ces acteurs. Et donc, j'ai pu en parler, on essaie de leur apporter une réponse rapide. On a une technologie qui nous est propre, et je vais en parler un peu plus en détail. Et aujourd'hui, nos kits, ils sont adaptés à 2 gammes de véhicules. Le Renault Trafic que vous voyez à gauche, qui est homologué, qu'on a déjà commencé à commercialiser, qu'on a livré à plus d'une quinzaine de clients aujourd'hui, parmi lesquels plusieurs collectivités comme la ville de Strasbourg, la ville de Pantin, la ville de Montreuil. Cet après-midi, on reçoit dans nos locaux le président de la métropole de Grenoble, à qui on va remettre officiellement les clés de la Renault Trafic rétrofité. Il y aura le maire de la commune dans laquelle on se trouve, près de Grenoble, des vice-présidents de la métropole, des personnes du département, enfin, toute une horde de personnalités publiques pour la remise de ce premier véhicule rétrofité. Et on a aussi un kit en cours de développement et d'homologation pour le Renault Master, ce qui va nous permettre d'avoir une offre qui va commencer à être assez, complète d'un point de vue de véhicules utilitaires utilisés par les clients qu'on va cibler. Et donc là, j'ai quelques images qui vous illustrent un petit peu l'activité industrielle qui démarre chez nous à Grenoble, avec des postes de fabrication de kits et de conversion des véhicules qui ont commencé à tourner dès le début d'année. Donc ça ressemble à ça très concrètement, avec des packs batteries qu'on fabrique nous-mêmes à Grenoble. Alors, on les assemble nous-mêmes. On ne fabrique pas évidemment les cellules de batterie qu'on va sourcer chez des partenaires. Par contre, la fabrication du kit final et l'assemblage et son homologation, c'est fait par Tolv. Notre travail sur les 3 premières années, il a été quand même il a été consacré à différentes reprises, mais le point culminant, ça a été le récent mondial de l'auto,
fin 2022, lors duquel on a reçu le prix de la start-up automobile de l'année. Et donc, ça coïncidait et avec notre changement de marque Phoenix Mobility vers Tolv et avec l'obtention de l'homologation. Et quelques mois après, la signature de notre partenariat stratégique avec Renault pour nous aider à booster l'industrialisation de nos solutions. Donc là, vous voyez derrière des personnes de la PFA, du CPFA, de Mobilions, enfin, des personnalités du monde de l'automobile. On a obtenu un financement par dette d'Amundi et d'un fonds EDF solidaire et bas carbone milieu 2022, donc sur la forme de billets à ordre. Et ça fait suite à une augmentation de capital et une levée de fonds en equity de 2 millions d'euros qu'on a pu sécuriser fin 2021. Et enfin, comme je l'ai dit, on a ce partenariat stratégique avec Renault Group qui est assez structurant et qui est assez différenciant. Donc, on a été le premier acteur à obtenir une homologation, mais on a aussi été le premier acteur à officialiser un partenariat avec un constructeur en mettant beaucoup de conviction sur le fait qu'un partenariat entre une startup pure player qui a une très bonne expertise produit réglementaire sur le rétrofit avec un acteur industriel qui a toute la capacité de production industrielle, des usines déjà en place, des opérateurs qui ne demandent qu'à travailler sur de l'électrique ou à opérer une transition en termes de métier, c'était un partenariat qui était gagnant. Et donc, c'est le sens du partenariat qu'on a signé ensemble afin d'industrialiser le kit Renault Master qu'on est en train de développer. Et enfin, on a aussi un réseau d'installateurs partenaires qu'on est en train de structurer et qu'on va animer et qui va permettre de pouvoir effectuer nos conversions un peu partout en France. On a des villes et des clients qui nous font confiance, des témoignages d'élus quant à l'utilisation de nos véhicules. On est une société à mission au sens de la loi Pacte depuis notre création, et non pas depuis quelques mois, comme ça devient très courant, mais globalement, lorsqu'on a voulu créer la société, on s'est très vite positionné comme une société à mission, notre mission étant de rendre la mobilité plus propre et plus accessible, afin de prendre un pas de hauteur par rapport à l'activité technique de rétrofit telle qu'on la voit, mais aussi nous positionner demain comme un acteur de transition des mobilités. Et enfin, on a des partenaires de renom, comme je l'ai dit, Renault Group, mais aussi des partenaires financiers ou des partenaires de l'automobile. Donc, ce n'est pas juste des logos, c'est des acteurs avec lesquels on a vraiment des partenariats opérationnels aujourd'hui et un soutien opérationnel ou financier. Et enfin, on a eu plusieurs labels et distinctions depuis nos débuts. Le dernier en date, c'est qu'on a été lauréat de la dernière promotion, la French Tech Green 20. Donc, on fait partie de la dernière promotion des 20 startups les plus prometteuses du secteur à impact. Et donc, à ce titre, on est labellisé par Bercy et par la DGE. On est identifié comme un acteur à aider, à favoriser et à pousser. Et donc, avant ça, on avait obtenu d'autres distinctions. Green Tech Innovation, cette fois-ci du ministère de la Transition écologique. On avait été lauréat des Tech for Good Awards dès notre création, quelques mois après notre création, fin 2019, etc., etc. On est passé dans pas mal de médias. On a une équipe qui est dynamique et qui est assez motivée et engagée dans la mission qui est la nôtre. Et donc, aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir la possibilité d'investir aussi aux particuliers, après avoir surtout échangé dans le cadre de ce tour avec des investisseurs institutionnels. Pourquoi ? Parce que on a toujours eu, depuis nos débuts, un fort soutien du grand public à travers nos réseaux sociaux et que finalement, cette campagne qu'on avait commencé à initier vers le mois de janvier-février, qui était à la base une campagne en obligation convertible, a eu un certain engouement. Alors, on l'avait mise un petit peu en stand-by pendant quelques semaines, mais elle avait continué à tourner, je vais dire, de manière organique. Donc, l'opportunité était toujours disponible sur le site de l'ITA. Et à un moment, en fait, lorsqu'on a atteint un certain montant d'intention, qui aujourd'hui est proche du million d'euros, on s'est dit que c'était quand même dommage de ne pas donner l'opportunité aux personnes qui se sont montrées intéressées de pouvoir prendre part à l'aventure. Et donc, une négociation avec nos investisseurs lead institutionnels dans le cadre du tour actuel nous a permis de pouvoir convertir cette campagne en obligation convertible en action afin de l'inclure dans le pool de 4 millions d'euros d'equity qu'on est en train de lever et pour lequel le lead est pris par Amundi, le fonds institutionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure et auquel participent d'autres fonds institutionnels spécialisés dans la mobilité ou des fonds régionaux bancaires comme le Crédit Agricole. Le closing de la première tranche de notre levée de fonds avec les institutionnels est vraiment imminent. Il va se faire sous 10 jours, grand maximum. Donc, on est dans les phases finales de négociation du pacte d'actionnaires. Mais globalement, toutes les diligences ont été faites et l'opération est sur le point d'être clôturée. Et donc là, on laisse une extension d'1 million d'euros pour la communauté d'État afin de pouvoir soutenir et rejoindre le projet.
Donc voilà globalement pour une présentation assez rapide et brève sur Tolv. Je préfère m'arrêter là et plutôt prendre peut-être des questions et faire une session de questions-réponses. Autrement, je vais pouvoir, je pense, au fil des questions, digresser ou approfondir certains sujets, que ce soit par exemple l'approche technologique pour laquelle on a opté, qui est quand même très différenciante puisqu'on a une maîtrise de toute la chaîne de valeur. On ne passe pas par des sous-traitants, etc. On a vraiment un bureau d'études qui est le cœur de l'équipe, une vingtaine de personnes, et qui fait nos différenciations. On a de la propriété intellectuelle en propre et des brevets qui sont déposés. Non pas que des brevets pour déposer des brevets, mais des brevets qui sont bloquants et avec vraiment une différenciation technique sur l'activité de Retrofit, puisque je le rappelle, on convertit des véhicules récents et non pas des véhicules vintage. Donc, qui dit véhicule récent dit véhicule qui contiennent beaucoup d'électronique embarquée, beaucoup de difficultés techniques à faire du reverse engineering. Et donc, ça nécessite beaucoup plus d'ingéniosité et en tout cas de travail pour lever les verrous technologiques. En termes d'approche marché, vous l'avez compris, on a ciblé le marché de l'utilitaire, tout simplement parce qu'on a une vision très pragmatique, à la fois de l'impact qu'on va avoir, de l'utilité que peuvent avoir nos clients, mais aussi tout simplement du rationnel qu'il peut y avoir sur ce segment des professionnels et des collectivités, étant donné qu'en tant qu'acteur qui, je pense, a la plus grande maturité technique aujourd'hui et retour d'expérience sur ces produits, on sait à quel point les cycles de développement et d'homologation peuvent être longs. Et donc, il est beaucoup plus pertinent, on pense, de venir cibler des véhicules, des segments de marché dans lesquels il y a peu de diversité de modèles, mais pour chaque modèle, une grande profondeur de marché, comme le marché de l'utilitaire. Etc. Et puis ensuite, je pourrais vous parler également de ce que cache ce partenariat avec Renault, qui est quand même un gros booster de notre futur développement, etc. etc. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais prendre peut-être avec Émilie les premières questions et puis ensuite, on va pouvoir continuer. Ça marche. Merci beaucoup, Heidi, pour cette présentation très claire. Tu as réussi le challenge de tenir moins de 15 minutes. Bah, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié. Voilà, on va pouvoir y répondre en direct. En attendant, moi, j'aimerais bien faire un petit focus sur les raisons justement qui ont été identifiées par nos analystes chez Lita de voilà, pourquoi investir dans Tolv aujourd'hui. Donc ça paraît évident, hein, je pense, de manière générale, mais voilà, on a identifié 4 grands points. D'abord, c'est parce que c'est un acteur pionnier qui est en avance sur son marché. Donc Tolv a été la première entreprise française, hein, comme tu le disais Wadi, à obtenir une homologation pour les véhicules utilitaires sur le Renault Trafic, et la concurrence sur le marché est encore faible, voire inexistante, en tout cas sur ce véhicule utilitaire. Donc le partenariat annoncé avec le constructeur aussi Renault, qui est leader du marché des véhicules utilitaires avec 29 des parts de marché en France en 2021, est un vrai avantage pour la suite de Tolv, notamment en termes d'industrialisation. On pourrait y venir un petit peu plus en détail s'il y a des questions à ce sujet. Le deuxième point clé qu'on a identifié, c'est qu'il y a un potentiel de marché qui est énorme en France et en Europe. Donc on a plus de 6 millions de véhicules utilitaires thermiques qui sont en circulation en France. Les restrictions à la circulation, qui rentrent en vigueur d'ailleurs, qui sont rentrées en vigueur d'ailleurs en début d'année, il me semble, et à la vente à partir de 2025, donc les véhicules thermiques contraindront rapidement les professionnels à opérer la transition de leur flotte. Donc, par rapport aux autres types de véhicules, la stratégie commerciale B2B de vente de véhicules utilitaires légers rétrofités semble être la plus prometteuse, car elle combine à la fois valeur unitaire élevée et business de volume. Donc avec moins de diversité au niveau des modèles et une stratégie commerciale qui est réplicable. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point clé qui a été identifié par nos analystes. Puis ensuite, on a aussi un point qui est pas des moindres, c'est qu'on a une équipe qui est mature et expérimentée. Donc, avec les 5 cofondateurs qui sont complémentaires, qui se répartissent les responsabilités sur les sujets stratégiques, techniques et commerciaux. On a aussi des profils clés seniors qui ont été recrutés, qui ont rejoint l'aventure assez tôt et qui constituent aujourd'hui un management qu'on considère en tout cas idéal pour l'entreprise. Et le dernier point, c'est qu'il y a un impact environnemental qui est certain. Voilà, hein, l'objectif de Tolv est d'accélérer la transition énergétique du parc de véhicules utilitaires existants en les revalorisant plutôt que de les mettre à la casse. Donc voilà, d'après une étude de l'ADEME, le rétrofit d'un véhicule utilitaire est 56 moins émetteur de gaz à effet de serre que la mise à la casse du véhicule thermique. Donc voilà, c'est les 4 points clés pour lesquels
on pense que c'est bon d'investir dans Tolv, donc ça comporte quand même des risques, hein, bien évidemment. Vous aurez, toutes les informations dans le dossier d'investissement qui sera bientôt disponible parce que l'ouverture des souscriptions est imminente dans quelques jours. Donc voilà, vous aurez, aussi, la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller, l'ITA, si ce n'est pas déjà fait. Je vois Top. quelque chose Merci, que tu Émilie. veux compléter, Wadi, sur, Ouais. Non, tout à fait. Merci pour ces différents éléments. Je suis en train de lire un petit peu les différentes questions pour commencer à apporter des réponses. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, je vais les lire, hein. Quelles sont les perspectives de développement sur les véhicules particuliers? Y a-t-il des concurrents européens? Donc, je vais parler un petit peu de l'environnement concurrentiel dans lequel on se trouve. Combien de véhicules est-ce qu'on a livré aujourd'hui? Quelles perspectives par an? Il y a une question aussi sur l'autonomie. Donc, je vais aussi parler de nos réalisations, du premier produit qu'on a développé homologué qui est le Renault Trafic, de ses performances et des use cases, mais aussi du coup du Renault Master qui est en cours de développement et qui va être homologué très bientôt en collaboration avec notre partenaire Renault. Donc sur la partie plutôt concurrentielle, je tiens à rappeler qu'en fait, lorsqu'on a démarré l'aventure, alors on a démarré le projet en 2018, créé l'entreprise en septembre 2019. Il s'est passé peut-être un an et demi sur la phase d'idéation, de prototypage, de compréhension du marché, même d'évangélisation, j'ai envie de dire, puisqu'à l'époque, le rétrofit était vraiment peu connu comme une activité pouvant être industrielle. Pourquoi? Parce que l'homologation des véhicules rétrofités n'était pas possible. Elle n'était pas possible, ou en tout cas, elle était très compliquée, avec un cadre réglementaire qui mettait beaucoup de freins. Il fallait demander l'accord systématique du constructeur, faire une homologation individuelle, une réception titre isolée pour chaque véhicule qui sortait d'usine. Donc, globalement, ça empêchait le développement ou la naissance d'une filière industrielle. À ce moment-là, c'est peut-être un mélange de fougue et de naïveté de la part de nous, jeunes fondateurs, qui nous a poussé quand même à continuer à faire nos développements en se disant qu'il n'y avait aucune raison qu'une telle activité vertueuse ne puisse pas trouver un cadre à partir du moment où on prouvait qu'on respectait l'état de l'art en termes de performance, de fiabilité, de sécurité, etc., comme pouvaient le demander les décideurs publics ou les laboratoires d'homologation. Donc, très vite, on a voulu, comment dire, nous positionner vis-à-vis des décideurs publics comme un acteur voulant être industriel et non pas comme un acteur qui voulait ouvrir des garages de rétrofit de, par exemple, véhicules de collection ou véhicules vintage avec un process très artisanal. On s'est très vite positionné comme un acteur voulant industrialiser le rétrofit et se positionner sur des marchés grand public, ou en tout cas mass market, avec des véhicules homologués qui sont à l'état de l'art, etc. Et ça a très vite fait écho. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce qu'à ce moment-là, on devait avoir une dizaine d'acteurs en France qui ont commencé à apparaître. Et quand je disais au début qu'on a toujours eu un positionnement un peu différent des autres ou un peu avant-gardiste, c'est qu'à l'époque, 90% des acteurs se positionnaient sur le marché du véhicule vintage et disaient, nous, on va ouvrir des garages comme en Californie, comme aux Pays-Bas, comme en Grande-Bretagne, de conversion de 4L, de chevaux, de vieilles Porsche des années 60, etc., ce qui est totalement respectable, mais ce n'était pas du tout le positionnement qu'on voulait avoir. Nous, on voulait avoir un positionnement à impact sur un marché dans lequel on puisse vraiment avoir un impact massif. Et donc, on a très vite identifié le levier clé en fait, du déploiement massif comme étant l'industrialisation et le levier clé de l'industrialisation comme étant la standardisation. Et donc, c'est là où on a vraiment pris un virage, où on a commencé à forger l'ADN de la boîte, qui est devenu l'ADN d'une boîte qui a internalisé les compétences, qui développe des kits de rétrofit standardisés, et non pas des kits sur mesure pour chaque véhicule. Et donc, aujourd'hui, le paysage concurrentiel, 3-4 ans après, il a pas mal évolué. On a pas mal des acteurs qui s'étaient positionnés à la base sur le marché du véhicule vintage ou parfois sur le marché du véhicule particulier qui finalement n'existe plus malheureusement. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de rationnel économique à aller par exemple sur du véhicule particulier qui était plutôt léger, peu consommateur à l'époque, dans une phase où personne ne faisait des gros volumes. Le marché du véhicule vintage, il y avait trop de diversité de modèles pour avoir une stratégie d'homologation qui soit rationnelle. Et donc aujourd'hui, les acteurs qui sont restés, c'est des acteurs qui ont réussi à faire une première levée de fonds, à trouver un marché qui soit intéressant. Et donc en fait, globalement, on va retrouver alors encore quelques acteurs qui sont historiquement sur le marché du véhicule vintage, mais beaucoup d'acteurs qui, il y a 2 ans ou 3 ans, faisaient du vintage et qui sont en train de se repositionner sur le marché de l'utilitaire, sur lequel on a mis un pied dès 2020. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2020, lorsqu'on a mis un pied dedans, en fait, on a commencé nos développements.
On a commencé nos développements, ils nous ont pris 2 ans jusqu'à obtenir notre homologation en 2022, fin 2022. Et donc, on sait que le chemin pour développer un kit à l'état de l'art, homologable, homologué et qu'on peut commencer à industrialiser, c'est 2 ans. Mais ces 2 ans, sachant que nous, on avait déjà fait une levée de fonds de 600 000 euros, on avait déjà un bureau d'études de 10 à 15 personnes, avec des experts, des personnes qui avaient 20 ans d'expérience sur les différentes compétences qu'on voulait adresser. Et donc, ça nous a permis de pouvoir avancer assez rapidement. Aujourd'hui, un acteur qui se positionne sur l'utilitaire, on sait qu'il lui faut minimum 2 ans. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, la longueur d'avance qu'on a prise, elle est vraiment considérable. Et c'est ce qui a aussi frappé à l'œil de Renault, j'ai envie de dire, puisqu'ils nous ont vus, une bande de jeunes accompagnés d'une équipe d'experts qui les a rejoints petit à petit, commencer à s'attaquer au développement d'un kit, d'un véhicule récent, mass market, développé après 2010, donc avec plein d'électronique, donc à savoir le Renault Trafic, et réussir à le faire un véhicule qui est à l'état de l'art, puis réussir à l'homologuer, ils se sont dit, en fait, ils ont quand même une expertise, une agilité qui est assez forte, donc on va venir se joindre à eux pour leur apporter en fait la force de frappe du groupe Renault, les approvisionner en composants stratégiques, qui peuvent être des packs batteries, des blocs moteurs, leur apporter aussi la capacité industrielle de production pour tout simplement les aider à passer à l'échelle, puisque en gros, je récapitule, nous on a développé le kit Renault Trafic, qui est l'utilitaire, on va dire, intermédiaire. On le commercialise et on l'industrialise. Là, je suis dans les ateliers derrière, vous voyez plein de Renault Trafic en cours de conversion. Alors cette année, c'est l'année de la pré-industrialisation sur le Renault Trafic. On va faire quelques dizaines d'unités, mais pas plus d'une trentaine d'unités. Mais c'est parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'éprouver nos solutions, de les mettre sur la route. Aujourd'hui, on en a mis sur la route une quinzaine qui sont aujourd'hui en cours de test par les clients. 100% des clients qui les ont testés sont en train de nous dire « je veux en recommander plus ». Et donc, aujourd'hui, on est en mesure de leur proposer du Renault Trafic, du Renault Master, sachant que le Renault Master sera opérationnel à partir de début 2024. Donc, paysage concurrentiel français dans lequel on est le seul à avoir atteint une certaine taille critique qui nous permet de commercialiser, de commencer à industrialiser. On a d'autres acteurs qui se positionnent sur le marché de l'utilitaire, mais qui ont un peu de retard puisque ils sont positionnés un peu plus tard. Et ils sont soit en train de démarrer leur homologation, soit en train de faire leur phase de développement. On a des acteurs européens qui ne font pas forcément de l'utilitaire industriel comme on fait. On a un acteur européen qui va faire par exemple du bus et qui a peut-être une approche industrielle telle qu'on peut l'imaginer, mais pas forcément d'acteur européen qui fait de l'utilitaire rétrofité comme on le fait nous. Donc, quand on parle en fait de vouloir se positionner comme l'acteur de référence en France et en Europe, c'est qu'on a vraiment en fait une volonté de pouvoir déployer nos solutions en Europe parce qu'on pense qu'on a un appel d'air très important et que je pense que c'est le moment de le faire, avec toutes les questions de zones à faible émission ou low emission zones, telles qu'on peut les avoir en France et partout en Europe. Je réponds à d'autres questions sur l'autonomie, sur la durée de vie des batteries et sur les perspectives. Donc, comme je l'ai dit, les perspectives, on a aujourd'hui, à date, depuis le 1er janvier, en gros, converti et livré une quinzaine de véhicules. Donc, ça vous montre à quel point ça avance vite. On a obtenu notre homologation fin d'année 2022. Là, on est en train de faire les premières conversions. Et donc, comme je l'ai dit, on n'en fera pas plus d'une trentaine à la fin de l'année. On pourrait monter à une cinquantaine de véhicules à la fin de l'année si on augmente notre capacité de production au maximum, mais on n'en fera qu'une trentaine pour un sujet vraiment d'enjeu de maturité technologique et de tester en fait déjà nos véhicules chez une trentaine de clients. C'est à partir de 2024 qu'on va par contre passer à l'échelle. Sur 2024, on vise la commercialisation de plus de 300 véhicules, la livraison de plus de 300 véhicules. Et ce qui va rentrer en jeu et qui va nous permettre de passer à l'échelle plus rapidement, c'est pas qu'on va aller prendre un atelier 6 fois plus grand et recruter 6 fois plus d'opérateurs, c'est tout simplement qu'on va commencer à travailler avec Renault d'un point de vue de l'industrialisation et qu'on va externaliser la fabrication et la conversion de nos kits Renault Master. Donc, on va continuer à faire du Renault Trafic dans notre atelier grenoblois et on va pouvoir passer à l'échelle beaucoup plus rapidement sur le Renault Master, sur lequel il y a des débouchés marchés beaucoup plus importants, sur 300 unités en 2023 et à peu près le double, sur 2024 et à peu près le double en 2024. En gros, ce partenariat avec Renault, on est en train de commencer une première phase, qu'on appelle la phase de POC avec eux. Alors, POC, nous, c'est pas tellement un POC, on est vraiment en train de faire un passage à l'échelle. Pour eux, c'est un POC. Ça vous montre un petit peu les différences de point de vue industriel. Et on vise la commercialisation de 1000 unités sur le Renault Master sur 2024-2025 pour prouver que le rétrofit industriel et le rétrofit industriel viable et pérenne est possible et qu'on peut ensuite passer à l'échelle de manière beaucoup plus conséquente. Donc voilà un petit peu de perspective.
vraiment, ce n'est pas une boule de cristal, c'est des choses qui sont aujourd'hui signées, je tiens à le préciser. La phase de développement du Renault Master a démarré depuis le mois de septembre. On a contractualisé avec Renault au cours de l'année 2022. Et aujourd'hui, comment dire, les postes de fabrication, d'assemblage et les lignes qui vont fabriquer nos kits sont en train d'être adaptés dans l'usine de Flins, dans les Yvelines. C'est une usine de Renault qui va inclure tout un projet dédié à l'économie circulaire avec du reconditionnement de batteries, du reconditionnement de véhicules, de la production d'énergie renouvelable et du rétrofit de véhicules. Et on sera leur partenaire exclusif sur le rétrofit de véhicules utilitaires. Donc ça nous donne en fait un horizon et un cadre de développement qui est quand même assez sécurisant pour les 2-3 prochaines années, tout en nous garantissant qu'on va pouvoir être propulsé et accéléré dans le cadre de notre roadmap de développement. Donc, très précisément sur les performances techniques, notre kit Renault Trafic développé et homologué, c'est 130 km d'autonomie, c'est exactement 126 km d'autonomie WLTP si je ne dis pas de bêtises. Le kit Renault Master, ce sera 200 km. Donc, ça me permet juste de répondre à une des questions où je pense que vous avez peut-être confondu le Renault Trafic avec le Renault Master. Donc, Renault Trafic, véhicule utilitaire intermédiaire, on sera sur 120-130 km d'autonomie. Enfin, on est déjà à ces niveaux d'autonomie aujourd'hui, c'est homologué. Sur le Renault Master, on sera sur 200 km d'autonomie avec une batterie 52 kWh. Ça, c'est déjà acté aussi et on est en train de finaliser les développements. Sur la durée de vie de la batterie, c'est un point important. Lors de nos débuts, en 2020, 2019-2020, lorsqu'on a voulu développer nos premiers kits à homologuer, on a fait un choix arbitraire qui était d'utiliser des batteries lithium-fer-phosphate au lieu d'utiliser des batteries au cobalt ou d'autres technologies lithium-ion. Pourquoi? Parce que les batteries lithium-fer-phosphate étaient la techno et la chimie de batterie qui avait la plus grande durabilité en termes de cycle de charge et de décharge, et donc en durée de vie de batterie. Là où une batterie au cobalt est en général garantie 1000 à 1500 cycles, une batterie lithium-fer-phosphate peut être garantie jusqu'à 2500 voire 3000 cycles. Ce qui veut dire que quand je suis un professionnel et que j'utilise mon véhicule, par exemple, de manière intensive 250 jours par an, bah, ça peut me faire minimum 10 ans. Bien noter qu'on a un kit qui est standardisé et modulaire. Ce que ça veut dire, c'est que si on identifie un composant qui est défectueux, un composant à changer, on peut changer ce composant exclusivement. Pourquoi? Parce que on a volontairement choisi des composants qui pouvaient être facilement remplaçables, mais on a aussi développé une architecture électrique, électromécanique et software qui permet de connecter les composants entre eux, les faire communiquer et mettre globalement tout le kit en musique et qui permettent la modularité pour pouvoir, par exemple, identifier le composant à changer, etc. etc. Donc, c'est un point important. Ça garantit en fait une durabilité de notre kit. Donc, comme je l'ai dit, 10 ans à un rythme intensif pour la batterie. On peut la remplacer ensuite. Un moteur électrique, enfin la partie bloc moteur et la partie moteur électrique, pour le coup, elle a une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Un moteur électrique, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'usure comme on peut l'avoir dans un bloc moteur thermique. Pour le coup, il y a vraiment une durabilité en décennies, 20, 30, 40 ans. Donc, globalement, nous, la promesse qu'on apporte, c'est qu'on vient minimum ajouter 10 ans de durée de vie supplémentaire au véhicule. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à 20 ans supplémentaires. Ensuite, au-delà, il commence à y avoir des questions liées à l'état du véhicule initial et à son usure qu'il faut aussi prendre en compte. Mais sachez juste que notre kit étant standardisé et modulaire, il est aussi retirable d'un véhicule et pluggable dans un autre véhicule. On l'a déjà fait pour des clients. Et c'est totalement faisable. Ça ne pose pas de difficultés techniques, si ce n'est en fait la transposition dans un autre véhicule. Et enfin, une question sur les véhicules particuliers. Est-ce qu'on a une perspective de développement sur les véhicules particuliers? Je vais essayer d'y répondre en différentes parties et non pas juste faire une réponse en oui et non pour expliquer un peu le cheminement. Vraiment, depuis nos débuts, on a essayé d'avoir une vision très pragmatique et très technico-économique de notre activité, avec une approche très technico-économique, plutôt qu'une approche exclusivement tournée sur la communication, etc. Je dis ça parce qu'on a vraiment un paysage concurrentiel très diversifié, dans lequel tout le monde communique. Parfois, le message est un peu brouillé sur ce qui est possible, sur ce qui n'est pas possible. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'on est les seuls à être homologués, on est les seuls à avoir un produit qui a fait tout le cycle, et on a fait tout le cycle de A à Z, et on a du retour d'expérience. Donc, je sais que faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, c'est pas bon, parce que déjà, ça envoie un mauvais signal. Il y a trop d'attentes parfois de la part de clients, etc. Donc, on essaie maintenant, en fait, de vraiment d'avoir une approche qui soit pragmatique et progressive, et non pas juste d'apporter des promesses. Si on a écarté le véhicule particulier lors du début de nos développements, sur nos premières années, c'est parce que l'approche technico-économique ne jouait pas en sa faveur. Et surtout l'approche économique.
Un véhicule particulier, en général, va faire beaucoup moins de kilomètres qu'un véhicule professionnel. Un véhicule particulier va être en général beaucoup moins lourd qu'un véhicule professionnel. Donc globalement, ça fait que le rationnel économique, il joue en la défaveur du kit particulier. Pourquoi? Parce que dans les premières phases de l'industrialisation, lorsqu'on ne fait pas encore des milliers d'unités, la différence de prix entre un kit pour convertir un véhicule de taille moyenne ou grosse et un petit véhicule n'est pas très grande. Ce n'est pas du simple au double ou du simple au triple. La différence de prix est moindre. Donc, il est beaucoup plus intéressant de cibler des véhicules lourds qui consomment beaucoup et donc qui vont pouvoir faire un retour sur investissement rapide que de convertir des véhicules particuliers qui vont faire 20 km par jour et qui vont demander derrière un retour sur amortissement beaucoup plus long. C'est pour ça que du coup, moi, je pense que sur le véhicule particulier, l'approche qui aujourd'hui peut fonctionner, c'est celle du véhicule vintage. Pourquoi? Parce que y a un intérêt émotionnel et il n'y a plus de rationnel économique. Donc, globalement, on peut considérer que la personne qui a un véhicule auquel elle tient, etc., et qui en a les moyens, évidemment, peut se permettre de payer le prix qu'il faut pour pouvoir convertir ce véhicule. Mais néanmoins, un véhicule particulier, si on va avoir une approche marché pragmatique, ce n'est pas forcément hyper intéressant aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. Ça le sera à partir du moment où on atteint une certaine taille critique en termes de commandes de volume. Quand on démarre une industrialisation, on commande des composants en sets de quelques unités, quelques dizaines d'unités. On n'est pas en train de passer des commandes avec des contrats cadres, etc., qui permettent des économies d'échelle. Le véhicule particulier, on ne l'exclut pas, mais on n'apportera pas de promesses disant demain on convertit votre Clio, enfin dans 2 ans on convertit votre Clio, etc. Je pense qu'on aura une approche qui sera plutôt progressive. Comme on a une expertise aujourd'hui éprouvée sur le véhicule utilitaire comme le Renault Trafic, il nous sera aisé de passer sur, par exemple, le Renault Kangoo, qui est le véhicule utilitaire qui est le plus utilisé par des particuliers. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir dimensionner potentiellement un kit qui sont un petit peu moins puissants, un peu plus adaptés, et de pouvoir globalement le slider vers des véhicules particuliers plus grand public dans un horizon de 3, 4, 5 ans. J'apporte juste une précision. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt en novembre dernier de la part du ministère de l'Industrie afin d'identifier les acteurs qui pourront développer des solutions permettant de massifier l'usage de rétrofit. Donc, en gros, avec une approche qui soit un peu plus particulière. On y a apporté cette approche en disant que nous, on voulait aller vers le marché du particulier par la porte du Renault Kangoo, par exemple. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose qu'on exclut à l'avenir. Mais par contre, aujourd'hui et dans les 2-3 prochaines années, notre focus il sera exclusivement sur le marché de l'utilitaire parce qu'on pense qu'il y a vraiment un go-to-market évident dessus, qui a un impact direct et immédiat et qu'on a même une urgence à pouvoir apporter des solutions à ces différents acteurs aujourd'hui du monde économique et des acteurs publics. Merci beaucoup Wadi, tu as répondu à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. On en a aussi beaucoup, dans l'onglet questions, dont une, qui arrive en tête des votes. D'ailleurs, je parle aux participantes et participants, n'hésitez pas à voter pour les questions que vous voulez, voilà, qu'on traite en priorité. Donc on a une question de Paul, c'est juste pour revenir sur la partie concurrence. Heu, Ouais. OK pour la petite concurrence, mais n'existe-t-il pas un risque que les constructeurs proposent leurs propres solutions? Alors, c'est un point important, c'est un point central. C'est une question centrale qu'on s'est posée dès nos débuts et que tout le monde, en fait, que plutôt tous les investisseurs nous posaient. Mais est-ce que demain les constructeurs ne pourraient pas faire ce que vous faites? Faut regarder en fait de quoi on parle et le contexte dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les constructeurs eux-mêmes ont une capacité de production de véhicules électriques qui est loin d'avoir atteint en fait son maximum et qui est même en fait en difficulté. Pourquoi? Parce que la demande est beaucoup plus grande que l'offre. Et c'est réel. Aujourd'hui, on a regardé avec toutes les contraintes réglementaires qui vont interdire les véhicules thermiques, on va avoir une demande et on a déjà une demande qui est supérieure à l'offre. Quand on contacte Renault quand je suis par exemple un livreur, un sous-traitant de Chronopost et que je contacte Renault pour commander 20 Renault Master électriques, Renault dit il n'y a pas de problème, mais je vous livre dans 24 mois. Donc, il y a vraiment un enjeu pour les constructeurs déjà de structurer leur capacité de production de véhicules électriques. Et je peux vous dire maintenant qu'on est en collaboration étroite avec les constructeurs et avec des gens comme Renault, que leur métier, c'est vraiment que de produire des véhicules électriques. À partir du moment où vous leur demandez de faire du reconditionnement de véhicules, bon, ça à la limite, ils savent faire parce qu'ils ont des carrossiers, etc., etc. Mais dès que vous leur demandez d'agir sur un véhicule d'occasion et de lui apporter en fait un upgrade de fonctionnalité, un remplacement de motorisation, etc., ce n'est pas du tout des métiers qu'ils ont en interne et ce n'est pas du tout des choses qu'ils font. Et aujourd'hui, les constructeurs sont tellement sous l'eau, même financièrement, qu'ils sont plutôt à mettre du focus et à rationaliser leurs efforts sur
la production de véhicules électriques plutôt que la fabrication de kits. Donc, des acteurs comme Renault, n'étant pas stupides et sachant qu'il faut se tourner vers les nouvelles solutions innovantes et voyant toute la trend du marché du rétrofit, a commencé à s'intéresser au rétrofit dès 2020. Donc, quand la réglementation a évolué en avril 2020, c'était autour du 20 avril, vraiment 5 jours après ou 6 jours après, j'ai la directrice économie circulaire de Renault qui m'a envoyé un message sur LinkedIn disant bonjour monsieur, on a vu que ça avait évolué, est-ce qu'on pourrait échanger? Donc, à cette époque, Renault a échangé avec 60 rétrofitteurs en France et en Europe, qui avaient toute taille, tout type de positionnement, etc., pour se faire une conviction. Est-ce que le rétrofit nous intéresse ou pas? Si le rétrofit nous intéresse, sur quel marché est-il viable? Si on trouve le marché dans lequel il est viable, est-ce qu'on veut y aller en direct? Est-ce qu'on peut y aller en direct ou est-ce qu'on veut y aller avec un partenaire externe? Et donc, petit à petit, en fait, on a commencé à rentrer dans des discussions, puis des discussions un peu plus poussées, puis un assessment technique, des discussions confidentielles, puis des discussions exclusives, et on les a aidés à se forger leurs convictions. Et leur conviction, c'est la suivante, c'est que le rétrofit n'est viable aujourd'hui que sur le marché des professionnels, notamment avec l'angle des véhicules utilitaires ou des véhicules lourds, que ça les intéresse. Pourquoi? Parce que tous les constructeurs, dont Renault aujourd'hui, ont des feuilles de route dédiées à l'économie circulaire, reconditionnement de véhicules. Ils sont tous en train de racheter des Aramis Auto pour PSA, des boîtes de des usines de reconditionnement de véhicules pour d'autres, et sont en train, en fait, globalement, de se tourner vers la seconde vie des véhicules. Et le rétrofit les intéresse aussi, parce que ça permet d'apporter une réponse à leurs clients qui aujourd'hui peuvent être un peu en difficulté ou en souffrance pour de l'acquisition de véhicules électriques. Et donc, ça leur permet de pouvoir diversifier aussi leur panel de solutions. Et enfin, la dernière question, est-ce qu'on va y aller en solo ou en externe? La réponse, vraiment, elle était évidente de la part de Renault, c'est on va y aller en externe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la compétence en interne. En fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais chez Renault, les gens sont spécialisés sur un métier vraiment hyper précis. C'est-à-dire que vous avez l'expert, je ne sais pas moi, visserie. Vous avez l'expert compatibilité électromagnétique. Vous n'avez pas quelqu'un qui va avoir une vision d'ensemble du système comme nous, notre équipe d'ingénieurs peut l'avoir. Et surtout, en fait, leurs équipes sont surstaffées. Ils font appel à des prestats externes, etc. Ils ont des contraintes financières assez importantes en ce moment. Et donc, globalement, tous les pousser à aller travailler avec un partenaire externe. Et qui plus est, un partenaire externe qui ait la capacité de mettre un véhicule sur le marché assez rapidement. Et donc, à ce moment-là, ça leur a semblé naturel de se tourner vers un acteur comme nous et ensuite de rentrer en discussion avec nous, puisqu'on avait obtenu notre homologation. C'était un peu le point culminant de nos discussions, puisque l'homologation, en fait, on l'a annoncé à la rentrée en septembre. En réalité, à partir du mois de mai, c'était sécurisé. Et on a officialisé notre partenariat en juin. Et donc, aujourd'hui, Renault et nous, on est en train de construire le rétrofit industriel, avec d'abord ce kit Renault Master. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui avec Renault, on peut le faire demain avec PSA, on peut le faire demain, après-demain avec Mercedes, on peut le faire avec tous les constructeurs qui ont des véhicules utilitaires et qui sont intéressés par le rétrofit. Pourquoi? Parce qu'on a développé une méthodologie de développement et une techno qui est standard. On leur a construit le schéma d'industrialisation, le schéma industriel, qui permet de pouvoir monter à l'échelle sur du rétrofit. Eux mettent à profit des CAPEX, du foncier, des opérateurs. Et donc, globalement, en fait, on arrive à joindre des compétences qui sont assez complémentaires et on peut facilement substituer demain Renault avec un autre acteur si, évidemment, on cible le bon véhicule, qu'on construit un partenariat qui soit correctement dimensionné, etc. Ça ne veut pas dire que c'est notre volonté de ne plus travailler avec Renault, hein, mais ce que je veux juste dire, c'est que la compétence qu'on a développée, elle est applicable en fait à différents environnements, à différents contextes. Donc voilà globalement un peu notre vision sur les constructeurs. Donc nous, on pense que les constructeurs auront besoin des rétrofitteurs parce qu'ils ne pourront pas faire les développements en interne et que les rétrofitteurs peuvent en tirer une énorme opportunité à l'avenir pour s'accélérer, etc. C'est très, très clair et complet. Merci beaucoup. On a une autre question qui a été votée plusieurs fois, donc de Rebecca, qui dit: «Bonjour, merci pour la présentation de ce beau projet. J'ai 2 questions. Que faites-vous des éléments déposés, donc chaîne de traction thermique et cetera?» Et on a une autre question sur que deviendraient les actions, donc les actions Vialita, en cas d'un potentiel rachat, notamment par Renault, par exemple? Oui. 2 questions du coup différentes. La première question sur les éléments thermiques déposés. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a livré une quinzaine de véhicules. Donc on n'est pas encore sur un rythme dans lequel on livre des centaines de véhicules par an. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que
on a eu plein de cas particuliers. Donc, bien comprendre que nos clients sont des collectivités ou des entreprises qui très souvent ont un garage en interne. Un garage municipal, un garage technique ou un atelier dans lequel, en général, ils opèrent la maintenance de leurs véhicules, en tout cas pour les clients qui ont des grosses flottes. Et donc, on a eu plusieurs cas où le client nous a envoyé un véhicule sans motorisation. Donc, il le fait acheminer, tac, il arrive, nous on installe notre système, on le renvoie. On a eu le cas où les clients nous ont envoyé un véhicule avec la motorisation thermique, nous ont demandé de leur renvoyer la motorisation thermique. Pourquoi? Parce qu'ils ont un garage, donc ils peuvent faire du réemploi. Et on a des cas de clients qui n'avaient que faire de leurs composants thermiques. Et donc nous, ensuite, on a plusieurs possibilités à leur proposer. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore standardisé. On est plutôt en train de standardiser dans le cadre du partenariat avec Renault, puisqu'on va être sur des volumes plus importants. Mais aujourd'hui, on peut recycler le kit, recycler les pièces, les composants, etc. Revaloriser ce qui peut être valorisé. Et donc, globalement, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir déjà recycler et revaloriser, recycler une partie du kit, revaloriser économiquement, pardon, pas du kit, mais du bloc moteur thermique et des composants thermiques. On va pouvoir revaloriser une autre partie du bloc moteur. Et donc, globalement, ça va permettre aussi de faire un petit discount au client parce que n'oubliez pas que ce qu'on retire du véhicule appartient toujours au client. Donc, voilà globalement comment ça fonctionne aujourd'hui. Et sur un potentiel rachat de Renault, alors, effectivement, il ne faut pas être naïf. Avec un partenariat aussi important avec Renault, ça crée plus d'opportunités avec des constructeurs et avec Renault. Maintenant, comment dire, nous, on est amplement et entièrement focalisé aujourd'hui sur le succès de la phase de développement, ensuite dans la phase de lancement opérationnel et dans la structuration de notre roadmap produit, dans l'identification d'autres partenaires. On n'est pas en train de dire on veut être pieds et poings liés à Renault et c'est l'unique issue. Mais évidemment qu'il ne faut pas être naïf, c'est une issue probable quand on fait un partenariat aussi liant, j'ai envie de dire. Qu'adviendra-t-il? J'imagine que l'investissement de l'ITA va se faire via une SPV, via une holding qui sera actionnaire de l'entreprise. Et donc, au moment où un exit a lieu, cet actionnaire est considéré au même titre que les autres actionnaires de la société, et en tout cas au même titre que les différents investisseurs avec le même rang de préférence. Et donc aujourd'hui, les investisseurs l'ITA qui entreraient, la holding l'ITA regroupant les différents investisseurs qui entreraient au capital auraient le même rang de préférence que les différents institutionnels avec lesquels on échange, avec les mêmes droits, les mêmes obligations, mais aussi les mêmes avantages. Et donc, ça permettrait une liquidité identique à ce qu'auront les autres investisseurs de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et pour compléter et peut-être pour rappeler aussi les conditions d'investissement, parce que je voyais qu'il y avait aussi des questions, à ce sujet. C'est donc un investissement en actions qui se fait à travers une holding, d'investissement, donc un véhicule intermédiaire qui est créé spécialement pour la levée de fonds. C'est assez, courant, chez l'ITA. Donc vous ferez partie en fait de cette assemblée d'actionnaires rassemblés au sein de cette même holding qui détiendra, donc des actions directes de Tolv. Heu, voilà, donc c'est éligible à la réduction d'impôt à hauteur de 25 du montant que vous investissez, donc sur vos impôts sur revenus 2023, et vous pouvez souscrire à partir de 300 €. Donc voilà. Généralement, les investissements sur l'ITA sont à horizon 5 ans, notamment parce que pour garder l'avantage fiscal de la réduction d'impôt, il faut conserver à minima ces actions pendant 5 ans. Évidemment, ça dépendra voilà, des propositions de rachat, des solutions, d'exit comme tu En disais. tout cas, de toute manière, pour vous apporter de la visibilité là-dessus, dans le cadre du pacte d'actionnaires en cours de négociation avec les institutionnels, une clause de rendez-vous est prévue, évidemment à la demande des institutionnels, et elle a un horizon de 5 ans, de 4-5 ans. Donc, c'est-à-dire que dans un horizon de 4-5 ans, un horizon d'exit proche doit commencer à être envisagé, si ce n'est pas pour toute la structure, pour toute l'entreprise, au moins pour les actionnaires qui veulent sortir. Et ça, c'est inclus aujourd'hui dans le pacte et c'est en train d'être acté. Tout à fait, et puis vous aurez du coup, le détail, ou en tout cas, les clauses principales, du pacte, qui seront disponibles dans le dossier d'investissement bientôt, en téléchargement sur la page. On a d'autres questions, alors c'est peut-être sur la partie, réglementation. Ouais. Question de Serge: «Bonjour, concernant les aides de l'État sur le système de prime à la reconversion, qui pousse surtout à l'achat de véhicules neufs, est-ce que votre dispositif de transition pourrait être un jour aidé par ce principe de prime? Et est-ce que l'administration a déjà été interrogée à ce sujet?» Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà éligible et depuis 2020. Et en fait, je tiens à rappeler que donc, en 2020, la réglementation évolue, permet
Alors, retire l'obligation de demander l'accord du constructeur pour chaque véhicule, retire l'obligation de faire une homologation individuelle pour chaque véhicule converti, et met en place l'homologation en série des véhicules de plus de 5 ans. C'est-à-dire que pour tout véhicule de plus de 5 ans que je veux identifier, je fais un modèle prototype, je l'homologue, j'ai un agrément qui me permet de le commercialiser ensuite à l'échelle. Donc, en fait, ça permet à la filière industrielle de s'installer. Mais en fait, dans la foulée de cette évolution réglementaire, qui quand même s'est faite de manière assez rapide et assez efficace, c'est-à-dire qu'en 1 an et demi, on a réussi à monter des groupes de travail, on a réussi à mettre autour de la table la DGEC, donc entité ministérielle, le CNRV, en gros le service des mines, l'UTAC, les constructeurs, les différents rétrofiteurs, à prendre un arrêté qui datait de 54, à le réviser pour permettre justement toutes ces évolutions. Dans la foulée de ces différentes actions de lobbying, puisque finalement c'était du lobbying ce qu'on faisait, mais du bon lobbying, j'ai envie de dire. On a poussé aussi pour inclure le rétrofit dans le plan de relance automobile à l'époque. Alors du coup, il avait été intégré. Et à l'époque, on pouvait bénéficier de 5 000 euros pour rétrofiter son véhicule. Et les gens nous demandaient alors, à l'époque, c'est pas mal, mais alors du coup, est-ce que ça va être durable? Chaque année, ça a été renouvelé au projet de loi de finances et c'est passé même à 9 000 euros pour les Renault Master à partir de l'année dernière. Et là, c'est hyper récent. Vous pouvez aller sur Internet, taper Plan national du rétrofit. Ça a été publié au journal officiel pareil. C'est une annonce du ministère de l'Industrie. Il y a un plan national du rétrofit qui a été officialisé et lancé il y a quelques jours. On vient ajouter 1 000 euros de subvention pour les véhicules qui sont dans des ZFE, donc ça peut monter à 10 000 euros au niveau national. Il y a plein d'autres dispositifs d'aide qui sont en train d'être mis en place. Vous lirez dans les différents articles. Et ça vient en soutien à la filière. Je tiens à préciser aussi que dans le cadre de notre plan de financement, on a aussi une partie de subvention. Et cette partie de subvention, ce n'est pas que de la prospective, c'est vraiment du concret. On est en cours d'être comment dire, primé dans une sorte de dispositif, je ne vais pas citer le nom pour l'instant parce que ce n'est pas encore officiel, mais de dispositif de subvention nationale type France 2030, quoi. C'est un peu, on sera un peu le premier acteur à être primé dans le cadre de ce nouveau plan d'action national du rétrofit. Et au-delà des aides nationales, je tiens à préciser qu'il y a aussi des aides régionales. Les aides régionales, pour le coup, c'est chaque collectivité, métropole, région, ville, qui va venir rajouter des aides et des subventions supplémentaires. Je l'ai dit au début et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là. Cet après-midi à 14h, on reçoit le président de la métropole de Grenoble à qui on va officiellement remettre les clés du premier véhicule rétrofité de leur flotte. Il était venu faire une conférence de presse l'année dernière aussi. Il avait annoncé le passage de subventions rétrofit dans la métropole grenobloise de 6 000 à 12 000 euros. Donc en fait, à Grenoble, là où on se trouve, on a une forte intensité de subventions puisqu'on vient prendre les subventions nationales et les subventions régionales. Mais en général, pour simplifier, on a 5 à 10 000 euros de subventions nationales en fonction du véhicule, Renault Trafic, Renault Master. Et on va avoir ensuite, en général, en moyenne, 5 000 euros de subventions régionales qui vont venir se rajouter. Le cas de Grenoble, où c'est 12 000 euros, c'est vraiment un cas extrême, mais c'est parce qu'on est grenoblois et que Grenoble a été une collectivité pionnière aussi pour soutenir le rétrofit, puisque dès 2019, ils avaient mis une subvention alors que la réglementation n'avait même pas encore officiellement évolué. Et donc, ça vient quand même permettre, dans toutes les ZFE aujourd'hui en France, ou quasiment toutes, d'avoir entre 10 et 15 000 euros de subventions pour rétrofiter son véhicule. Et donc, ça rend vraiment les choses très, très intéressantes au regard des volumes qu'on souhaite sécuriser, qu'on souhaite livrer dans les années à venir. Merci Wadi, j'espère que ça répond bien à votre question. Serge, n'hésitez pas à nous confirmer que c'est OK pour vous dans le chat. Ensuite, on a des questions un peu en vrac, on va dire, parce que ça a été posé tout au long du live. Donc, pour la fin, je te les pose quand même. Ouais. On a une autre question de Paul. Donc, c'est quoi le coût moyen pour une collectivité pour la reconversion d'un trafic? Merci, peut-être que tu l'avais déjà évoqué. Oui, tout à fait. En gros, un trafic va revenir au client en général 15 000 euros. Dans certaines collectivités, ça peut même aller frôler les 10 000 euros. Nous, on va facturer le client plus cher, puisque vous comprenez qu'il y a des subventions entre les deux. Donc, en général, on va facturer nos clients entre 20 et 30 000 euros. Et ensuite, on va venir retirer 10 à 15 000 euros de subvention. Donc, pour un Renault Trafic, globalement, pour simplifier, c'est au maximum 15 000 euros. Pour un Renault Master, c'est au maximum 20 000 euros. Le paiement, le reste à payer par le client in fine. Et c'est à mettre au regard, juste pour donner quand même un benchmark, c'est à mettre au regard du prix d'un véhicule électrique utilitaire neuf aujourd'hui.
un Renault Master électrique, c'est entre 50 et 60 000 euros, sans options, enfin, avec des options minimes, sans transformation et aménagement du véhicule. Ne pas oublier qu'on parle avec des clients qui, en général, ont un véhicule qui est aménagé. Donc, il y a aussi le coût de l'aménagement et de son remplacement ou de sa substitution qui rentre dans l'équation économique. Et pour le coup, comme on convertit le véhicule, on ne vient pas toucher à l'aménagement. Donc, ça rentre aussi dans notre équation. Très clair, merci beaucoup. Marie a posé une question. Quel est le suivi par Tolv des incidents / défaillances d'une efficacité technique reportée par vos clients? Oui, tout à fait. C'est un élément clé. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a une quinzaine de véhicules qui ont déjà été livrés et qui circulent. Donc, je ne parle pas de prototypes, je parle de véhicules livrés aux clients. Et donc, alors, on a une responsable qualité en interne. Donc, on a toute une démarche qualité qui est mise en place, une démarche d'amélioration continue. Je ne parle même pas des défaillances techniques, mais ne serait-ce que dans les process de la boîte. Et en gros, on se prépare à obtenir la certification ISO 9001 dans un horizon de 18 à 24 mois. Pour ce qui est des incidents et des défaillances, on a un système de backlog qui existe au sein de l'équipe technique. Ça, on va dire que c'est avant que le véhicule ne soit remis au client. Et ensuite, on a un système de non-conformité, de relevé de non-conformité qui est aussi mis en place et qui permet de pouvoir répertorier les incidents et les défaillances et de pouvoir les traiter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que 95% des défaillances qui peuvent exister sont des défaillances qui sont mineures, qui peuvent être traitées à distance. C'est-à-dire qu'en un coup de fil, on explique quelle est la manip à effectuer et le véhicule peut repartir. Dans 5% des cas, alors j'exagère, pas 95%, je dirais 85% des cas. Dans 10% des cas, il faut qu'on envoie ce qu'on appelle, nous, un flying doctor. Donc, il va sur place avec un ordinateur, une prise OBD, on fait la modif, et le véhicule repart. Dans 5% des cas, le véhicule est à faire acheminer dans nos ateliers pour une modification un peu plus profonde. Donc là, je donne ces stats sur la base des 15 premiers véhicules, enfin, on va dire 20 premiers véhicules, en comptant les prototypes qu'on a fait. Et évidemment, c'est les premiers véhicules. La courbe d'augmentation de la maturité, elle est énorme parce que, en fait, le principal des bugs et des défaillances, on les relève sur les premiers véhicules. Et ensuite, en fait, on s'assure de faire rouler les véhicules pendant des centaines de kilomètres avant de les remettre sur la route. Donc, typiquement, par exemple, chacun des véhicules qu'on convertit, avant d'être livré à un client, il fait à peu près 1500 kilomètres de roulage. On avait embauché l'année dernière en Presta quelqu'un qui ne faisait que du roulage. Il ne faisait que rouler avec les véhicules à partir du moment où ils étaient convertis pour s'assurer que tous les bugs soient relevés, etc. et que ça remonte. On construit ensuite des arbres des causes pour remonter à la cause d'où provient la défaillance, etc. Donc, on a vraiment tout un process en interne qui est mis en place et on a surtout du recul par rapport à ça. Et donc, c'est un point central de notre développement. Très clair, merci beaucoup. On a d'autres questions. Donc, on avait une question de Jean-Marie à laquelle tu avais répondu en début de présentation. Peut-être qu'on peut faire un petit rappel de pourquoi la levée de fonds a changé de produit financier sur l'ITA. Et la question de Jean-Marie, en fait, c'est de savoir si la levée de fonds, l'ITA, est incluse dans la levée globale de 4 millions d'euros. Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit, on avait lancé en janvier-février une campagne en obligations convertibles qu'on avait finalement mis un peu en stand-by. En tout cas, on avait arrêté la communication dessus, mais elle continuait globalement à tourner de façon, je dirais, organique sur la plateforme. Et on a atteint 1 million d'euros d'intention. Enfin, on n'en est pas très loin aujourd'hui. En fait, on avait mis un petit peu ça en sous-marin, en stand-by. Pourquoi? Parce que dans le cadre de nos discussions et de nos négociations avec les institutionnels, ceux-ci avaient peur que le message soit brouillé. Et que surtout, les choses ne soient pas faites dans l'ordre. Donc, on a décidé de mettre beaucoup plus l'accent et la priorité sur la levée en equity, en fonds propres, qui aujourd'hui est en cours d'être closée. Donc, comme je le disais, là, dans une dizaine de jours, grand maximum, on close la levée avec les institutionnels. Et donc, la campagne en obligations convertibles, comme elle avait continué à croître de manière organique, à un moment avec les institutionnels, avec qui globalement on a réussi à récolter entre 2,5 millions et 3 millions d'euros, on s'est dit c'est quand même dommage de finalement ne pas faire aboutir cette campagne et de ne pas laisser l'opportunité aux différents investisseurs de pouvoir se positionner. Et donc c'est là où on a discuté rediscuté avec l'ITA de convertir cette campagne d'obligations convertibles vers une campagne en action pour tout simplement aligner tous les intérêts. Du coup, on ne lève plus d'obligations convertibles à côté et on ne lève que de la dette comme c'était déjà prévu avant. Et par contre, on obtient une subvention qui est, on va dire, c'est ce qui vient remplacer globalement, c'est ce qui vient nous affranchir
de la nécessité de faire les obligations convertibles. Et la subvention qu'on est en train d'obtenir, elle est de l'ordre de 1 million d'euros. Donc voilà, ça vous donne un peu une indication, ça vous explique un petit peu le choix qu'on a pu opérer. Donc c'est un plan de financement moins dilutif finalement pour l'entreprise et qui aligne un peu tous les intérêts, y compris ceux des institutionnels, de l'entreprise et des investisseurs particuliers. Tout à fait et puis nous, on a voilà, de nombreux investisseurs qui étaient plutôt contents de voir le changement de produit parce que voilà, c'est pouvoir, comme tu disais, entrer et faire partie de l'aventure, directement devenir actionnaire de Tolv. Voilà, Et, et aussi, je finirai en disant que bah, j'étais ravi de vous faire cette petite présentation et que si vous êtes de passage à Grenoble, bah, vous êtes évidemment les bienvenus pour venir nous rendre visite dans nos ateliers. Alors, on dit encore atelier, mais maintenant c'est quasiment une mini-usine hein, qu'on a derrière nous et dans laquelle on commence l'industrialisation, mais on commence à avoir des choses qui sont assez costauds. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on a réussi à rendre le rétrofit industriel concret dans un environnement et dans un secteur dans lequel il y a vraiment des acteurs de toute taille, des promesses très différentes, et en plus de ça, un contexte financier qui n'est pas toujours simple à financer. Et donc, bah, écoutez, on est ravis de pouvoir aussi compter sur la communauté d'ITA pour pouvoir avancer. On est ravis de faire, tout ça ensemble et hâte de venir vous voir du coup. Avec Merci à plaisir. toutes et tous pour, d'avoir participé au live et on se retrouve, bah, sur lita.co très prochainement. Merci beaucoup. Merci, au revoir, Au revoir. à bientôt.